Tout le monde est là, je pense. Enfin, les retardataires prendront en route. De toute façon, il y aura un replay par la suite qui vous sera à tous envoyé. Donc, bienvenue à tous. Bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore eu notre bonjour. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de YouTube Ads, comment générer notoriété et conversion avec le YouTube for Perf. Donc, pour nous accompagner aujourd'hui, on a Julien Pradier, directeur associé de Kazam. Bonjour Julien. Bonjour. Et David, qui est cofondateur de l'agence Ecomedia. Bonjour David. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Julien, tu commences? Bien sûr. Donc moi, Julien Pradier, donc comme le disait Elodie, donc je suis un des directeurs associés au sein de l'agence Kazam Production. Kazam, pour la petite histoire, en fait, ça a été fondé par mon associé et moi-même en 2016. On a travaillé pendant un certain nombre d'années chez Google et à l'époque, on était très souvent confrontés avec des problématiques qui étaient toujours la même, qui consistaient à des annonceurs qui désiraient prendre un petit peu le virage sur la partie vidéo et notamment sur la partie YouTube, mais qui se retrouvaient dans une situation où soit ils prenaient des spots de médias traditionnels qui mettaient sur le digital et qui ne fonctionnaient pas, ou ils n'avaient pas de vidéo pensée pour le digital. Et donc, on a créé Kazam pour justement remédier à cette problématique en réconciliant, d'une part, la stratégie créative, comment est-ce qu'on développe un contenu qui va être pensé pour le digital, et derrière, comment est-ce qu'on le formate afin qu'il rentre dans votre stratégie de diffusion digitale, d'où donc notre présence sur ce webinaire aujourd'hui. Et YouTube for Perf, c'est un produit qu'on connaît très bien parce qu'on fait partie des 13 agences au niveau mondial qui ont été formées par Google et par YouTube justement pour développer des contenus pensés pour la performance. Donc, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement et je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui. Merci Julien. Donc oui, bonjour à tous à nouveau. Donc en ce qui me concerne, j'ai cofondé l'agence Ecomedia il y a maintenant un peu plus de 15 ans. En 2005 pour être précis, et donc on est expert, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes experts sur l'activation de stratégies d'acquisition digitale en SIA, SME et SEO. Voilà, trois acronymes que vous connaissez sans doute. Et donc on active aussi, donc on est Google Partenaire Premier depuis de nombreuses années maintenant, donc on fait partie des 3% d'agences en France qui ont ce label. Et à ce titre, d'ailleurs, on a rencontré Julien quand il était chez Google. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, avant qu'il crée l'agence Kazam. Et donc, à ce titre, donc, en tant qu'agence Google partenaire, on utilise effectivement aussi beaucoup le levier YouTube Ads, qui est un levier de performance qui est encore assez méconnu et pourtant qui est extrêmement puissant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a voulu organiser ce petit webinaire. Merci messieurs. Donc Elodie, je suis account manager au sein de l'agence Ecomedia. J'accompagne donc les clients sur leur stratégie SME et SIA et du coup sur YouTube Ads aussi. Donc en fait, ce webinaire, on l'a mis en place parce qu'on a constaté que de nombreux annonceurs, enfin vous en fait, vous êtes souvent à la recherche de nouveaux leviers performants, mais vous pensez pas naturellement à la vidéo. Alors, c'est peut-être parce que vous avez une perception erronée des possibilités qui s'offrent à vous et du coup, vous boudez en fait la seconde audience digitale et le deuxième moteur de recherche au monde. Mais vous inquiétez pas, on va vous aider à sortir de l'idée reçue numéro 1 sur YouTube qui va être de la considérer en fait comme une simple plateforme notoriété. En organisant ce webinaire, on compte bien vous faire changer d'avis. Mais alors, tout d'abord, avant de commencer, on va faire un focus rapide sur le fameux nom de code YouTube for Perf. David, c'est quoi exactement en fait YouTube for Performance? C'est une application, un programme dédié, une plateforme séparée ou une application tierce? Alors, en fait, il s'agit plutôt, donc, pour être clair, donc, une méthodologie, c'est une espèce de stratégie en fait qui a été développée par Google pour évidemment attirer les annonceurs davantage sur YouTube, à l'époque où effectivement les solutions étaient essentiellement axées sur la moto. Ils ont développé cette stratégie donc, qui est composée de 4 ingrédients. Donc on va vous révéler la recette de cette stratégie-là. Donc 4 ingrédients et qui est vraiment axée, donc Google a axé dans l'optique de faire de la performance. C'est-à-dire que pour les annonceurs, on tire de la perf, c'est-à-dire simplement générer de la conversion. Donc il y a 4 ingrédients comme je vous l'évoquais, on va les détailler bien sûr après, c'est tout le sujet du webinaire. Donc le premier ingrédient, ce sont les audiences. Donc comment, avec YouTube, on va pouvoir cibler des audiences intentionnistes, donc des gens qui ont des intentions d'achat ou de conversion
quasiment immédiate. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'on appelle l'automation, donc c'est basé sur le machine learning. Donc, ce sont les stratégies d'enchères, on va également faire un focus sur ce sujet. Le troisième ingrédient, c'est le format d'annonce lui-même, qu'on appelle le TrueView for Action, donc qui est spécialement dédié à ces stratégies-là. Et le quatrième ingrédient, bah, c'est Julien, en personne, en quelque sorte, puisqu'il s'agit en fait de la créa qui représente peu ou prou, bon, c'est assez variable, mais on dit souvent quand même que c'est au moins 50% de la réussite d'une campagne à la perf sur YouTube, ou même d'ailleurs une campagne de notoriété aussi, hein, dépend de la création vidéo. Mais tout d'abord, on va donc vous expliquer, avant de rentrer dans le détail de ces ingrédients-là, on va vous expliquer en quoi YouTube est un vecteur de communication extrêmement pertinent et surtout très puissant, avec quelques chiffres. Ouais, donc notamment sur les audiences, voilà, en termes d'audience, YouTube, c'est vraiment très, très important et surtout en termes d'engagement publicitaire. On va s'y rendre sur son mobile, sur la tablette ou avec son desktop pour chercher soit du divertissement, de l'info ou alors même des tutos. Et on se rend compte que quel que soit l'écran qu'on va utiliser, on va être concentré à 100% sur ce qui va s'afficher. C'est pour ça qu'en fait, les annonces que vous allez voir sur YouTube, elles sont vues et entendues à 96%. Et contrairement sur Facebook et Instagram, les vidéos vont être vues qu'à 30% et entendues qu'à 15%. Donc c'est là où on voit déjà la puissance de YouTube. Mais ça va pas être le seul argument en fait en sa faveur. Une des principales idées reçues porte sur l'audience que l'on peut toucher et son supposé jeune âge. Et en fait, YouTube, c'est pas du tout une plateforme que pour les jeunes. On va y retrouver l'ensemble des tranches d'âge, comme les 50-64 ans qui y sont représentés à 82%. D'ailleurs, quelques chiffres à titre d'exemple, voilà, pour que vous visualisiez un petit peu plus le potentiel des audiences YouTube. On va avoir 80% des utilisateurs de YouTube qui ont plus de 25 ans, près de 30% ont plus de 50 ans, 50% ont des enfants, 75% sont responsables des achats au sein de leur foyer. Bref, voilà, je pense que vous avez compris, sur YouTube, on peut véritablement toucher toutes les tranches d'âge. Après ce petit tour donc d'horizon chiffré, David, tu vas nous présenter la recette pour faire de la performance sur YouTube et du coup avec ces 4 ingrédients spécifiques. Oui, exactement. Donc, ces 4 ingrédients, moi je vais vous parler des 3 premiers, donc qui concernent l'achat d'espace, pour en parler. Et donc, Julien nous parlera du dernier ingrédient. Donc, le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle les audiences intentionnistes. Donc, naturellement, on pense que les audiences intentionnistes sont exclusivement, enfin, les plus intentionnistes sont basées sur le réseau de recherche. Euh, et c'est aussi ce qu'on va retrouver sur YouTube, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler sur YouTube ces audiences intentionnistes-là, en particulier avec donc ceux qui sont en bas du funnel, hein, évidemment, d'intention, avec en particulier ces quatre audiences qu'on vous présente à l'instant. Donc la première audience qui est très intéressante à pousser, c'est ce qu'on appelle lead market. Ce sont des personnes qui sont sur le point d'acheter votre produit ou vos services. Donc ces audiences-là sont basées essentiellement sur les recherches des internautes au cours des 30 derniers jours et aussi sur l'analyse de leur navigation sur le réseau que Google, enfin le réseau partenaire de Google qui est considérable puisqu'il représente à peu près 85% de la population française, donc il est en capacité d'analyser le comportement des internautes sur son réseau, savoir où ils en sont dans le tunnel de conversion, quels sont les mots-clés qu'ils recherchent, quels sont les sites qu'ils visitent et quelle est leur intention d'achat à court terme. La deuxième audience qu'on active le plus souvent quand on fait du YouTube Ads à la perf, ce sont les audiences remarketing et les audiences similaires à ces audiences remarketing, c'est-à-dire les internautes que vous connaissez déjà, ou leurs jumeaux, c'est-à-dire ceux qui ont exactement le même comportement que les internautes que vous connaissez déjà. Typiquement, des internautes qui ont converti chez vous, Google est en capacité d'analyser de la même manière que pour l'in-market, d'analyser leur profil, et donc de vous proposer des internautes qui sont en tout point similaires. Donc ça, c'est le remarketing et les audiences similaires à ces internautes que vous connaissez déjà. La troisième audience qu'on pousse souvent, qui est également accessible sur Facebook d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Customer Match. Donc le Customer Match est également les audiences similaires à ces Customer Match. Donc le Customer Match est basé sur vos adresses email, qu'il s'agisse de prospects ou de clients, et donc leurs jumeaux. Il s'agit simplement d'importer en fait ces bases sur les interfaces, Google en l'occurrence, et on va pouvoir les recibler en quelque sorte. C'est assez proche du mécanisme
du remarketing, on va pouvoir leur adresser un message quand ils sont connectés à leur compte Google, soit sur Gmail, soit sur YouTube, par exemple. Et la dernière audience qui est très intéressante, et qui est sans doute, je pense, la plus récente chez Google, et qu'ils sont du coup les seuls à pouvoir proposer, puisqu'elle dépend beaucoup des réseaux de recherche, c'est ce qu'on appelle la Custom Intent Audience, qui pour le coup est strictement basée sur les recherches que les internautes effectuent au cours des 7 derniers jours. C'est en général celle qu'on pousse en priorité avec le remarketing, pour une raison simple, c'est que on va le voir sur la slide suivante, c'est que c'est l'audience qui permet de cibler un niveau d'intention qui est tout à fait identique, puisque ce sont réellement les audiences, enfin les recherches qui ont été effectuées par les internautes. Donc du coup, c'est le moyen en fait de cibler des intentionnistes identiques à ceux qui sont sur le réseau de recherche, tout en sortant du réseau de recherche. Donc là, on vous a sorti un petit focus, un petit exemple en fait qui vous montre un peu l'intérêt de cette solution. Je vais passer la parole à Elodie. Oui, donc effectivement, c'est peut-être mieux avec un exemple où on peut mieux comprendre. Si on a 100 internautes qui vont effectuer une recherche sur google.fr, par exemple, formation anglais, on va avoir 10% d'entre eux qui vont cliquer sur votre annonce et du coup vont se rendre sur votre site, mais il y a 90% restants qui, eux, ne vont pas se rendre sur votre site et du coup qui potentiellement vous connaîtraient pas. Et du coup, c'est là où va intervenir la puissance de l'audience Custom Intent qui va vous permettre de recibler ces 90% d'internautes qui sont potentiellement perdus quand ils vont se trouver sur YouTube. Ouais, c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace et bon, bien sûr, ça dépend de l'audience, de la volumétrie d'audience de recherche sur les mots-clés qu'on cible, mais typiquement, on va sortir en fait les mots-clés qu'on utilise sur les réseaux de recherche et qui sont les plus volumineux quand même en termes de volume d'impression, et on va créer des audiences à partir de ces mots-clés-là pour aller diffuser sur YouTube. C'est aussi disponible sur Gmail en l'occurrence. Donc sur la base, voilà, toujours sur la partie des audiences. Donc là, on vous a détaillé 4 exemples d'audiences qu'on va pousser en général sur ce type de campagne YouTube for Perf. Et évidemment, ensuite, on peut tout à fait mixer, voilà, donc combiner, comme on dit, des audiences entre elles. Par exemple, on va pouvoir combiner des audiences de remarketing avec des in-market. Typiquement, c'est tout à fait faisable, ce qui permet d'affiner quand même le ciblage. Et dans ce cadre-là, ce qui peut être intéressant, c'est donc de produire des créations vidéo qui soient spécifiques, tant en termes de messages que de format. Ça permet quand même d'affiner la qualité du ciblage, d'améliorer la performance. Je pense que Julien, c'est un Bah, process que vous faites souvent. ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on a cette logique de persona un petit peu unique, il est très intéressant de pouvoir réfléchir à une manière de les adresser d'une manière légèrement différente au sein de la créa directement. Et on va voir un petit peu sur l'arc, un petit peu de création d'un contenu pensé justement pour la performance. Généralement, il y a toujours une partie qui est assez importante, c'est sur la partie introduction. Et comment est-ce que on peut légèrement différencier cette introduction au sein de la créa qu'on va développer, de la vidéo qu'on va développer, afin de pouvoir adresser un message spécifique à une audience spécifique. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes potentiellement, disons, un assureur et vous avez deux cibles qui sont bien distinctes, les étudiants d'une part et on va dire des salariés un petit peu classiques d'autre part. Il vous est tout à fait possible, si vous pensez et si on vous accompagne dans la réflexion de penser votre créa en modifier certains éléments de votre spot potentiellement intégrer une introduction avec un hook qui va être pensé pour les étudiants. Par exemple, vous avez besoin d'une bonne couverture avant la rentrée qui arrive, etc. Donc, un contenu qui va être pensé pour les étudiants et après, on déroule notre spot de manière classique pour tout le monde. Et à l'inverse, à partir du moment où on s'adresse à des salariés classiques, on va avoir une introduction qui va être de manière générale besoin d'une assurance pour votre couverture de manière un peu plus générique. Et en fait, à partir du moment où on réussit à décliner un petit peu les différentes créas qu'on va pouvoir produire en fonction de ces différents personnalités, on a un taux de conversion derrière et un taux d'engagement encore plus élevé parce que forcément, à partir du moment où vous regardez un contenu qui s'adresse spécifiquement à vous et qui s'adresse à vos besoins en particulier, et la performance va être au rendez-vous derrière. Oui, c'est beaucoup plus personnalisé. Exactement. Et la personnalisation est toujours clé et enfin ça recoupe exactement ce que vous discutiez concernant les différentes audiences. À partir du moment où on est capable de créer des audiences fines et personnalisées, forcément, on va aller pouvoir toucher quelqu'un plus bas dans le tunnel de conversion. Et donc, forcément, on va pouvoir aller chercher un taux de conversion qui va être plus élevé. Yes. Merci, Julien.
passe maintenant à la partie, donc toujours dans les 4 ingrédients, donc le deuxième ingrédient, qui est, donc, ça s'appelle l'automation, qui est basé sur le machine learning. Donc, c'est comment utiliser, enfin, c'est même nécessaire en réalité, comment utiliser les stratégies d'enchères automatisées que Google propose aujourd'hui, donc qui sont disponibles évidemment sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Hein. Le machine learning, ça devient un peu, c'est utilisé par tous les réseaux publicitaires aujourd'hui. Il marche très très bien sur Google la plupart du temps quand même, faut bien le dire. Et ce qui permet ce machine learning, enfin, ce qui permet cette automation, c'est un apprentissage donc, qui est à la fois continu, c'est-à-dire qu'il apprend en permanence et quasiment instantané. C'est-à-dire qu'en fait, il va apprendre en permanence de vos campagnes en temps réel. C'est basé sur des milliers de signaux qui sont soit positifs, soit négatifs. C'est aussi important. Il va aussi apprendre des signaux qui sont négatifs. Et en particulier, il va apprendre des caractéristiques du profil des internautes qui ont, par exemple, enfin, essentiellement, qui ont converti sur votre site. D'où l'importance d'ailleurs du plan de tagage. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Google et YouTube donc, va remonter des conversions au niveau de vos campagnes, il va apprendre de la nature et des caractéristiques de ces conversions, de ces internautes, ce sont des vrais gens derrière, et au fur et à mesure, donc, il va apprendre à aller chercher et donc à enchérir davantage sur les internautes qui ont le même profil que ceux qui ont converti par le passé. Donc en l'occurrence, Google sur la stratégie YouTube for Perf propose 2 stratégies donc, spécifiques. La première s'appelle maximiser les conversions, qui globalement permet d'aller chercher, souvent à budget limité, un maximum de conversions, donc forcément les moins chères. C'est la promesse en tout cas. Et la deuxième stratégie, qui s'appelle le Target CPA, va permettre, en général pour des budgets qui ne sont pas limités pour le coup, ce sont les recommandations de Google, d'aller cibler des objectifs de coût d'acquisition précis pour ces campagnes. Voilà pour la partie automation. On va passer maintenant à la partie... Oui, vas-y, excuse-moi. Je me permets sur la partie automation, un élément qui est assez important, là, je me permets de rajouter une petite couche créa, mais c'est en fait comment est-ce qu'on va nourrir un petit peu la machine avec plein de contenus un petit peu différenciés. Donc, je vous parlais notamment tout à l'heure des intros qui sont un petit peu différenciés. On peut aussi penser à des contenus, on va modifier, que ce soit le CTA final, que ce soit l'intro, que ce soit au niveau de l'histoire en interne, etc., des choses plus courtes, plus longues. Et en fait, le plus on donne d'éléments à la machine sur laquelle elle peut se nourrir, etc., le meilleur derrière les résultats vont être, simplement parce que il va avoir plein de touchpoints un petit peu différents. On va peut-être se rendre compte qu'une créa spécifique fonctionne mieux qu'une autre. Il y en a une qui va commencer à arrêter de diffuser et alors que l'autre va prendre le pas et va être diffusée de manière beaucoup plus régulière parce qu'elle aura des meilleures performances en termes de conversion. Donc il y a toute cette logique aussi où la création de batch sur la partie créa vous permet en fait de faire ce petit test and learn itératif et qui ensuite est source un petit peu de performance simplement parce que la machine a tous les éléments entre guillemets pour pouvoir prendre les meilleures décisions et pas seulement avoir une seule option qui serait une seule créa. Exactement, ouais. Mais l'A/B testing, effectivement, c'est très important aussi pour atteindre des bonnes perfs. À la fois sur la créa, sur les landing pages, enfin à tous les niveaux, quoi. Bien sûr. Merci Julien. Sinon, bon, voilà, donc pour reprendre le cours des ingrédients, donc on passe maintenant à la partie, la troisième partie au niveau de l'achat média. Donc c'est le format. Donc on se rapproche des éléments qui sont liés effectivement à la créa. Donc c'est un format qui est particulier, qui s'appelle TrueView for Action, qui est un format qui est vraiment optimisé pour générer l'action. Alors il est optimisé à 3 niveaux. Essentiellement, donc vous avez le call to action qu'on appelle donc le CTA, qui se positionne en permanence en superposition de la vidéo. Donc là, vous voyez ça sur la partie gauche de l'écran. Le deuxième élément, c'est que ce CTA-là va être rappelé à la fin de la vidéo, comme vous le voyez au centre. Donc tous les internautes qui iront jusqu'au bout de la vidéo verront encore à nouveau le CTA s'afficher en plein écran sur leur vidéo. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le compagnon banner, qui est une petite bannière qui va s'incruster avec votre logo et le CTA qui va s'incruster sur desktop en haut à droite de la vidéo et sur mobile en dessous de la vidéo et qui va surtout rester visible quand l'internaute va reprendre le cours de son programme sur YouTube. Voilà, ce sont ces 3 éléments qui constituent en fait le TrueView for Action et qui poussent en fait les internautes, évidemment, encore une fois, à passer à l'action. L'autre élément qui est évidemment très important
dans le format, et qui est également vecteur de performance, hein, par définition, c'est le modèle de facturation. Donc, c'est une facturation à l'engagement qui a été pensée par Google. Donc, c'est au CPV, un coût par vue. Alors, le coût par vue, on peut le travailler sur des stratégies d'engagement ou de notoriété. Mais là, ce qui fait la spécificité de ce CPV et de la manière dont il est facturé dans cette stratégie-là, c'est qu'il n'est facturé que dans 3 cas. Alors c'est un peu complexe à comprendre, donc je vais essayer d'être clair, mais surtout n'hésitez pas à poser les questions si ça n'a pas été clair dans le chat, on vous répondra à la fin. Donc les 3 cas dans lesquels vous êtes facturé, c'est soit si au moins 30 secondes de la vidéo sont vues, dans le cas où la vidéo dure plus de 30 secondes, soit si la vidéo est vue dans son intégralité, dans le cas où la vidéo dure moins de 30 secondes, soit si une interaction est faite sur la vidéo, en général un clic, ou sur un des éléments de CTA, par exemple le compagnon de bannière. Donc voilà, dans ces 3 cas-là, vous serez facturé, donc c'est quand même très performant, et il faut surtout noter aussi que la moyenne des CPV sur YouTube, quelle que soit la stratégie qu'on emploie, est de 0,05 €, c'est-à-dire 5 centimes d'euros, ce qui est évidemment très bas, et incomparable avec beaucoup d'autres solutions. Je veux dire, en l'état actuel, enfin, on voit rarement des coûts aussi bas. Voilà, donc on a fait le tour des 3 ingrédients qui concernent vraiment à proprement parler l'achat d'espace. Maintenant, c'est Julien qui va nous parler un peu plus longuement du 4e ingrédient, donc de la créa. Julien, je te laisse la parole. Merci David. Alors voilà, donc on a fait le tour un petit peu des 3 premiers ingrédients qui sont extrêmement importants. Maintenant, pour réussir une recette, il faut le dernier ingrédient, la cuisson. Enfin, je ne sais pas quel est l'ingrédient le plus critique aujourd'hui, qui représente, d'après Google, en tout cas plus de 50% de la performance d'une campagne. On va parler un petit peu de créa. Le premier sujet que je voulais aborder là-dessus, sur la création, sur la partie digitale en tout cas, et plus spécifiquement sur la partie YouTube, c'est l'importance de raconter les histoires de manière un petit peu différente. Et c'est une slide que j'aime beaucoup présenter parce qu'elle explique un petit peu la différence entre une visualisation dans un environnement passif, on pense notamment à la partie télévisuelle, où en fait on est tenu d'aller du début à la fin du contenu, on n'a pas le choix, en opposition avec ce que David vient de nous montrer, et donc la force un petit peu des contenus digitaux, c'est justement, là on a le choix parce qu'on a la possibilité de skipper, ce qui est une force, parce que en fait la personne peut aller jusqu'au bout, et donc on sait que si elle va jusqu'au bout de notre contenu, elle est engagée, donc elle est intéressée, donc on a la possibilité de la retoucher, recibler, etc. Et en revanche, si elle va pas jusqu'au bout, on n'est pas facturé. Dans ce cas-là, tout le monde y gagne. Donc sur la partie art narrative digital, monde télé, c'est vrai que c'est toujours assez classique. On a une introduction, on a une mise en, ça commence à monter un petit peu. On arrive à un climax, ce qu'on appelle le reveal un petit peu, et on finit avec la fin, off produit, et on montre la marque. Digital, c'est un petit peu différent. Pour la simple et bonne raison que ce que je viens de mentionner juste avant, on doit attirer la personne dès le début de notre contenu, skip et passer à autre chose. Donc, ça implique d'accrocher son audience en début de contenu pour ensuite lui montrer le produit, la marque que l'on défend, et pour ensuite l'amener à effectuer une action concrètement sur ce contenu-là. Ça peut être rendez-vous sur notre site, découvrez notre marque, découvrez nos produits, achetez notre produit, remplissez un formulaire, tous ces éléments, etc., qu'on va pouvoir demander à notre audience d'effectuer après avoir vu du contenu. Et nous, dans toutes les réflexions qu'on va pouvoir avoir au sein de Kazam, lorsqu'on développe un contenu, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer cette art narrative pensée pour le digital dans les créations qu'on va pouvoir faire afin de répondre à cet objectif de performance qui est le même pour l'ensemble de nos différents partenaires. Ça va me permettre de transitionner sur un exemple d'une campagne qui avait été développée en 2019 pour une société d'assurance. Alors, je te laisse, Elodie. Old insurance kinda sucks, but Lemonade is different. When you pay us, we take a small flat fee. The rest goes to covering your stuff. So if something happens, we pay super fast. That's what you get when you have bots instead of brokers and algorithms instead of paperwork. Best part? Leftover money goes to nonprofits you care about. Seriously, that's Lemonade. Insurance powered by AI and driven by social good. Merci Elodie. On va pouvoir aller à la slide suivante, justement qui est... En fait, je vais montrer cette créa, c'est pour vraiment illustrer mon propos par rapport à cette logique d'art narratif.
Nous, dans la formation qu'on a pu recevoir de Google sur les 6 mois qu'on a passé afin de développer des contenus pensés pour le True You for Action, en fait, on nous a donné une sorte de recette, une recette dans la recette, si je peux me permettre, pour créer des contenus justement qui répondent exactement aux attentes du True You for Action. Dans l'exemple que je viens de vous montrer sur cette vidéo pour une compagnie d'assurance, comme vous avez certainement pu le voir, on a au début un problème qui est posé. Donc, les assurances anciennes, etc., ne fonctionnent pas. Et ensuite, on bascule sur l'introduction du produit comme solution et il présente la marque qui est la part d'assurance Lemonade. Et ensuite, il bascule sur les différents atouts de ce produit d'assurance, etc. Et ils finissent par expliquer un petit peu comment est-ce que le produit fonctionne. Et ensuite, on appelle à l'action les différentes personnes afin qu'elles se rendent sur le site et effectuent une conversion, ce qui serait le cas lors d'un True You for Action, puisqu'on aurait ces petites companion banners, les clics, etc. effectués pour pouvoir être redirigés. Et en fait, c'est un très bon exemple parce que vraiment, il prend cette arc narrative que je vous ai mentionné au début et il y applique toutes les règles telles qu'elles devraient l'être. C'est-à-dire, on a une problématique au début, on présente le produit et la marque, on présente ensuite ses bénéfices, on fait l'offre et on incite les gens à effectuer une action concrète. Et en fait, c'est vraiment exactement la manière dont on développe, nous, nos différents contenus pour faire du True You for Action avec cet arc narratif un petit peu inversé. Et pour aller encore plus loin, on peut tout à fait avoir en tête de créer un contenu entre guillemets plus long. Donc là, ça serait le contenu, la problématique au début, la présentation de l'offre, les bénéfices, etc. Et on peut raccourcir ce contenu. C'est-à-dire, on fait une version longue de 30 secondes. On va également faire une version plus courte de 20 secondes où on va basculer directement en présentant le produit. Donc, nous sommes l'assurance Lemonade et nous proposons ces choses-là, etc. Et on peut encore faire une dernière version encore plus courte qui serait ce qu'on appelle un bumper de 6 secondes où on présenterait seulement Lemonade, la meilleure assurance sur le marché, etc. pour faire de la répétition sur des gens qu'on a déjà pu voir. Et en fait, avec ça… Julien, excuse-moi de te couper, ça c'est typiquement adapté justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le remarketing, par exemple. Les bumper ads, Exactement. En fait, ça rentre parfaitement dans la stratégie média que tu as mentionné au début. C'est là-dessus que nous, on disait de penser en fonction, bien sûr, de la stratégie média que vous allez pouvoir Ecomédia développer. C'est avoir à chaque fois le bon asset et la bonne créa pour pouvoir retoucher les personnes qui ont engagé, donc qui ont été au bout de la première vidéo, par exemple. On sait qu'ils sont intéressés, alors peut-être qu'ils n'ont pas encore effectué la conversion. On leur propose un contenu peut-être un peu plus court pour leur faire une petite piqûre de rappel, etc., pour que derrière, ils effectuent cette fameuse conversion. Et à partir de là, on a pensé la créa en fonction de la stratégie média. On a gagné tout simplement parce que derrière, les performances sont directement revenues. Donc, ça, c'était pour la partie arc narratif un petit peu avec les 3 grandes catégories de produits qu'on est amené à développer. Maintenant, je vais basculer un petit peu sur les ingrédients propres à la créa afin de développer un contenu qui fonctionne, en fait, qui performe sur la partie digitale et encore plus sur la partie True You for Action. Le premier élément qui est extrêmement important en digital, c'est comment est-ce qu'on crée ce qu'on appelle un hook créatif. Comment est-ce qu'on attire un petit peu l'audience au début. Ça peut se traduire par soit une question qu'on va poser, soit poser une problématique. Là, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, la problématique, c'était « je ne suis pas satisfait pour l'assurance classique ». Hop, je propose une solution qui est mon produit. Mais en fait, l'intérêt vraiment, c'est d'essayer d'interpeller directement notre audience avec un contenu qui va être dynamique dès le début pour que les personnes aient envie de passer ces 5 premières secondes et de continuer à voir le reste du contenu parce que soit on a touché, on a appuyé sur le bon bouton, soit parce qu'on a créé un contenu qui engage directement notre audience. Et ça peut se traduire par plein de techniques. L'humour est une bonne manière de faire des introductions, etc. Un truc qui se fait énormément également sur la partie comment est-ce qu'on capte un peu l'attention, c'est mettre du visage au début des contenus. Vous avez certainement pu le voir de nombreuses fois sur la partie YouTube où on voit des contenus qui apparaissent avec une personne qui nous regarde et qui s'adresse à la face caméra. Généralement, le fait d'humaniser un contenu avec quelqu'un qui vous parle, tout de suite augmente un petit peu le taux d'engagement. Donc, c'est une très bonne méthode pour le faire. Donc, une fois qu'on a attiré notre audience, qu'on a créé ce fameux hook, entre guillemets, qui fait que la personne reste sur les 5 premières secondes, très important de introduire votre marque au sein de ce contenu-là. Parce que, encore une fois, si elle reste 5 secondes ou moins et qu'on a réussi à mettre la marque dans les 5 premières secondes, au moins, les gens vous ont entendu, vous ont vu, etc. Ça fait de la répétition. Ça ne va pas forcément convertir derrière, mais au moins, c'est là. Et encore mieux, si vous réussissez à… dans ce cas-là, on va aller jusqu'au bout du tunnel de conversion de la vidéo, c'est-à-dire effectuer l'action qu'on attend. Donc, la marque, idéalement, c'est l'insérer dans les 5 premières secondes. Maintenant, si ce n'est pas le cas et qu'elle arrive un peu plus tard, ce n'est pas grave, tant que vous avez réussi
à attirer l'attention de votre audience sur ces 5 premières secondes. Donc, si ça arrive à la 7e ou 8e seconde, la marque, c'est pas dramatique si vous avez un hook créatif qui est assez fort, qui fait que les gens restent sur ce contenu. Et après, de manière générale, ce qu'on conseille, c'est toujours de répéter un petit peu la marque tout au long du contenu pour s'assurer qu'on ait un effet de répétition et que le souvenir publicitaire soit un peu plus marqué au sein de la créa qu'on a pu développer. Donc ça, c'est pour la partie marque. Je sais qu'à chaque fois, les gens de Google vous disent, oui, il faut absolument dans les 5 premières secondes tout faire. Il faut faire un hook incroyable, mettre la marque 5 fois, etc. Oui, il faut ces éléments. Maintenant, toute proportion gardée, avant tout, on veut que les gens soient intéressés par votre contenu. Et après, l'idée, c'est de pouvoir montrer un petit peu votre marque tout au long de votre contenu derrière. Ça, c'est pour l'élément 2. N'hésite pas, hein, David ou Elodie, si vous avez des questions là-dessus, je serai ravi d'y répondre. Si on bascule sur l'élément 3, alors ce qu'ils appellent Connect, c'est un petit peu fourre-tout, entre guillemets. Là-dessus, moi, ce que j'y vois à travers cet élément-là, c'est comment est-ce qu'on va développer quelque chose qui soit pensé pour la partie digitale. Donc, ça veut dire, généralement, sur le digital, on va peut-être un peu plus forcer sur la partie humour, on va peut-être un peu plus forcer sur une logique un petit peu d'engagement par les sentiments aussi au sein de la marque. Ça prend la forme notamment de des contenus qui sont peut-être plus rythmés en termes de montage. On n'est pas sur des contenus télé très longs, on regarde des grands paysages, etc. C'est des choses qui vont aller assez vite. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à partir du moment des contenus qui sont plus rythmés, généralement les gens voient le bout assez rapidement et donc s'engagent un petit peu plus que si on est sur quelque chose de très contemplatif entre guillemets. Une autre manière qui marche très très bien pour connecter directement avec son audience, c'est ce qu'on appelle casser le 4e mur. Je vous en parlais un petit peu au début. Comment est-ce qu'on va avoir peut-être une personne qui va s'adresser à vous, qui va regarder directement la caméra en vous parlant, en s'adressant directement à vous. Et ça permet généralement de créer cette connivence, cet engagement entre la personne qui parle au sein de l'annonce et vous-même qui l'écoutez si l'offre qu'elle propose est alignée avec vos différents besoins. Et ça, c'est tout le travail qu'a mentionné plutôt David sur la logique d'audience. À partir du moment où on a les bonnes audiences, on suit les bonnes personnes, logiquement, on a le bon contenu derrière, les gens vont s'engager avec. Et ensuite, le dernier point qui est extrêmement important et qui est intégré plus ou moins dans le True for Action, mais néanmoins, notamment au niveau de la voix, au niveau de la musique, etc., c'est important de le renforcer un petit peu, c'est la redirection. Concrètement, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire derrière. Ils ont vu votre contenu, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on veut qu'ils remplissent un formulaire? Est-ce qu'on veut qu'ils se rendent sur le site? Est-ce qu'on veut qu'ils effectuent un achat en direct? Et il faut vraiment, au sein de votre contenu, intégrer cette partie-là afin que la personne effectue l'action qu'on attendait, etc. Et c'est extrêmement important de l'avoir parce que, de manière générale, si vous dites pas aux gens quoi faire, les gens ne le font pas. Alors que si vous leur dites, généralement, ils le font. Voilà, dans les grandes lignes, un petit peu, les éléments toujours à garder en tête et qu'on garde toujours en tête chez Kazam lorsqu'on développe des contenus pensés pour le digital et pour le True for Perf. Merci, Julien. Quand on parle de créa, je pense toujours à ce que Google nous montre en permanence. L'exemple que nous montre Google souvent, c'est la différence de traitement pour Decathlon, pour la tente pop-up, la différence de traitement qu'ils ont eu pour la télévision et qu'ils ont adapté justement pour YouTube. Bien sûr. Où ils jouent à fond le jeu justement du skip, de 5 secondes de skip. Et il y a un traitement très très différent et c'est l'exemple assez récurrent chez Google qui est assez parlant. Concrètement, ils répondent un petit peu je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont pas vu ce fameux spot, en fait, concrètement, ils ont un contenu qui fait moins de 5 secondes. En fait, la voix dit, nous avons besoin de moins de 5 secondes pour vous montrer comment la puissance de notre fameuse tente et hop, il développe la tente en 1 seconde et elle est pensée, vous pouvez skipper, passer à autre chose si vous l'avez. Il joue à fond le jeu, quoi. On casse le 4e mur, on parle directement à l'audience, on a un contenu qui est vraiment pensé pour tenir sur les 5 secondes, etc. Ce qui est très fort, mais c'est un contenu qui date, ça fait très longtemps, mais c'est resté dans les annales en tout cas. Ah oui, c'est vrai, exactement. Exactement. On va peut-être conclure maintenant du coup. Alors Elodie, on te laisse peut-être faire un petit résumé. Oui, voilà, donc on va faire un petit résumé de tous ces ingrédients pour performer sur YouTube Ads. Donc vous aurez besoin de définir vos personas cibles pour trouver les meilleures audiences qui sont intentionnistes, déployer une stratégie d'enchère efficace et pérenne avec le machine learning et les stratégies d'enchère, donc maximiser les conversions et le CPA cible. Utiliser le format qu'on vient de voir, le True View for Action, qui est fait pour engager l'internaute à passer à l'action, et disposer d'une création vidéo qui respecte les codes YouTube, donc ABCD et l'arc narratif digital. Donc voilà, j'espère qu'on aura réussi en tout cas à vous faire changer d'avis sur YouTube, qui n'est pas spécialement une plateforme que de notoriété, mais vous l'avez vu, qui peut générer de la performance. Et si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment où on va y répondre sans problème.
Alors, on a une question de Bénédicte. Ouais. Est-ce que la musique est importante? Faut-il de la musique? Alors, la musique est très importante sur la partie YouTube pour la raison mentionnée par Elodie en début de webinaire, qui est que 96,7% des contenus sur YouTube, 96, ouais. 96, voilà, sont vus avec le son. Et donc, c'est une très bonne manière, si vous voulez, de renforcer un petit peu, d'attirer votre audience avec une musique, un son un petit peu pensé, rythmé, bien sûr, pour la partie plateforme. Et donc, derrière, oui, c'est un incrément de performance important. En opposition totale avec ce qu'on va pouvoir voir sur Facebook, par exemple, où je crois que c'est 80% des trucs sont venus sans le son. Et donc là, si on fait un auto-binaire plus tard sur la partie Facebook, là, ça serait des contenus qu'on penserait, justement, où on mettrait beaucoup plus de texte en surimpression, etc. Et en mettant un peu plus de côté le son, même si on en mettrait un petit peu au cas où, parce que, forcément, à partir du moment où 80% des gens n'écoutent pas, n'ont pas le son, ça a une importance un petit peu moindre. Ouais, puis pour aller au-delà, je pense que la musique, ça crée de l'émotion, donc c'est aussi une façon de connecter. Donc c'était le C de ton ABCD, de connecter les gens par l'émotion, et la musique en soi génère cette proximité, enfin cette émotion, et permet aussi éventuellement, enfin je sais que beaucoup de marques aussi utilisent des gimmicks sonores, ou ça peut être aussi une signature en fait, tout simplement. La logique de signature, ça marchera toujours, qu'on soit sur la logique d'ailleurs télé, médias traditionnels et ou même sur la partie YouTube. Dès que vous avez cette petite gimmick sonore qu'on va pouvoir retrouver dans une logique de répétition, les publicitaires, là-dessus, on n'a rien inventé récemment. Ça fait très longtemps que ça existe et c'est extrêmement puissant pour travailler la mémorisation publicitaire. Alors, on a encore une question. Une question de Valérie. Quelle proportion de texte versus le visuel pour que ce soit suffisamment explicite mais pas surchargé? Là-dessus, on est assez proche des guidelines qui sont proposées par Facebook, généralement, qui sont à peu près à 20% du texte 20%, sur l'ensemble du contenu. Maintenant, encore une fois, ça va être très dépendant du type de créa dont on parle. Si on parle d'une logique de tournage, shooting, entre guillemets, avec vidéo, avec des acteurs, avec un lieu, etc., généralement, on va plutôt avoir un sous-titrage qui va être effectué. Si on est sur un contenu qui va être plus un contenu animé, où en fait, on n'a pas forcément d'acteurs, on a plus un travail d'animation, de motion, avec des textes avec du contenu un petit peu vidéo, mais potentiellement plutôt acheter stock, etc. Là, le texte va pouvoir prendre une proportion beaucoup plus importante. Donc, la réponse est plutôt 20%. Maintenant, c'est quand même très dépendant du contenu que vous souhaitez développer. Olivier a une question aussi concernant le budget de dépenses sur YouTube à garder à l'esprit pour amortir les coûts de production d'une vidéo. Donc, je pense que ça là, vous parlez, Olivier, des dépenses publicitaires. Donc, s'il s'agit de ça, en fait, c'est un budget de dépenses sur YouTube à garder à l'esprit. Attends, vous me répondez? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, sur YouTube, typiquement, les budgets que nous indique Google, qu'il faudrait respecter pour que les stratégies d'enchères fonctionnent, c'est entre 5 à 10 fois l'objectif du coût d'acquisition. C'est-à-dire que si vous avez un coût d'acquisition pour faire simple, de 10 €, il faudrait idéalement être sur un budget de 10 fois, de 100 € jour, donc 100 € quotidiens, enfin disons entre 50 et 100 € quotidiens, pour que le machine learning ait suffisamment de data pour apprendre correctement et déployer toutes ses capacités. Donc voilà, c'est ma réponse. Je crois que ça répond directement d'ailleurs à la question de Megan derrière. Oui, y a-t-il un ticket d'entrée mini pour faire émerger une pub sur YouTube? Oui, voilà, donc ça répond également à votre question, Megan, je pense. Ça peut être très bas, en fait. Ça dépend vraiment de vos objectifs de coût d'acquisition. C'est la règle, c'est entre 5 à 10 fois votre coût d'acquisition quotidien. En sachant que il faut laisser le temps aussi. Donc, c'est 5 à 10 fois votre coût d'acquisition cible, avec, disons, au moins 15 jours d'apprentissage. Entre 10 et 15 jours d'apprentissage. Ça dépend aussi de l'historique que vous avez sur votre compte. Sur d'autres campagnes qui peuvent être du réseau de recherche, par exemple. Si vous avez un gros historique de conversion sur votre compte, ça va aider aussi le machine learning à fonctionner plus rapidement. Et il y a Olivier qui, plus précisément, voulait savoir combien coûte la production d'une vidéo. C'était aussi sa question par rapport à amortir les coûts de production. Bien sûr. Ça, dans ce cas, je vais répondre. Alors, c'est une question qui est très simple et très complexe en même temps. Alors, je fais souvent une analogie qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais je fais un petit peu l'analogie par rapport à la logique le coût, entre guillemets, d'une prod vidéo. C'est un peu comme si on me posait la question, quel est le coût d'une voiture?
Il y a plein de types de voitures différentes, il y a plein de types de marques différentes, et il y a plein de voitures avec plus d'options, moins d'options, etc. Donc, tout dépend de l'objectif que vous voulez donner, entre guillemets, à votre contenu. Est-ce que c'est dans une logique de grande campagne de notoriété? Est-ce que c'est dans une logique de campagne très axée performance, etc. Et en fonction de ça, on va aller des coûts qui vont pouvoir aller en fonction, encore une fois, du type de contenu. Est-ce qu'on est sur une logique de tournage? Est-ce qu'on est sur une logique de création d'animation à partir d'éléments graphiques de votre marque? Est-ce qu'on est sur un mélange des deux? Mais généralement, au cours, on va pouvoir commencer pour créer des contenus pensés pour YouTube for Performance autour de 4 à 5 000 euros sur des choses qui vont être un mélange de motion design textuel, un petit peu de contenu, etc., filmé, etc. Et après, on peut monter à des 100, 200, 300 000 euros, etc. pour les grandes campagnes publicitaires qu'on voit en télé, etc. Ça peut aller très, très haut. Mais c'est vrai que pour faire de la YouTube for Performance, nous, vu qu'on a été assez bien formés là-dessus sur la partie de la part de Google, etc., on a un peu de trame historique de comment est-ce qu'on raconte l'histoire. Et derrière, c'est comment est-ce qu'on va aller capturer les différents éléments, que ce soit du tournage, ou que ce soit de la création de contenu animé, ou que ce soit un mélange des deux, etc., pour justement développer le bon contenu pour vos objectifs. Et le dernier point que j'ajoute, c'est comme tout produit, entre guillemets, il y a toujours des économies d'échelle assez importantes sur la partie vidéo. Dire on fait une seule vidéo versus on en fait 5, le coût unitaire par vidéo va forcément être beaucoup plus faible, simplement parce qu'on est capable d'agréger un petit peu les différents coûts fixes de la création d'un spot qu'on divise par les plusieurs spots qu'on va développer. Merci Julien. Merci, Alors, Julien. il y a Rosa qui est en train de taper, mais moi, je viens de créer ma chaîne, je n'ai que 4 vidéos en ligne pour le moment. Elle publie une vidéo par semaine. Est-ce qu'elle doit générer plus de contenu avant de faire une pub pour promouvoir sa chaîne et sa marque? Ça, je réponds, Julien, après tu pourras peut-être répondre sans doute sur la question. En fait, ça n'a pas de lien, enfin, mis à part évidemment qu'il faut qu'on ait des vidéos à disposition, votre chaîne YouTube et faire de la pub sur YouTube Ads, ça n'a pas de lien direct. Alimenter votre chaîne YouTube en vidéo, c'est bien pour votre SEO, hein, essentiellement. C'est dissocié complètement de performance ou d'activation de campagne à la perf ou en notoriété sur YouTube Ads. Ce n'est pas un sujet commun. Tu veux rajouter un truc, Julien, non, peut-être? Non, je bois tes paroles. Je suis entièrement d'accord. Dans nos choses qui sont un peu très différentes. C'est vrai qu'il y a plus une logique de SEO sur la création de poster les contenus directement sur sa chaîne. Et après, c'est la partie ads, où là, on va être plutôt sur une logique totalement dissociée, où on va justement pousser un contenu pour créer un bassin d'audience qu'on va pouvoir retoucher derrière sur des ads, etc. Ce qui n'empêche pas effectivement que l'audience que vous avez sur votre chaîne, on peut l'exploiter. Oui, complètement. En achat d'espace. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, travailler des gens qui ont partagé vos vidéos, qui sont abonnés à votre chaîne, etc. Donc, avoir de l'audience naturelle, ou pas d'ailleurs, enfin, avoir de l'audience de manière générale sur votre chaîne, et donc l'alimenter en vidéo, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour faire des campagnes d'acquisition sur Bien sûr. Et je me permets là-dessus, nous on travaille, alors on s'éloigne un petit peu de la partie YouTube pour Performance. Vous travaillez pour Lidl, c'est ça dont tu veux me parler? Voilà, on travaille notamment pour Lidl, où là on est sur une approche très différente. On a un partenaire, on crée énormément de contenu pour Lidl, à raison de 2 vidéos par semaine. Mais en fait, l'intérêt pour eux, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube dédiée aux différents contenus qu'on a pu créer, etc., avec un nombre d'abonnés d'audience qui augmente. Donc là, on a commencé avec eux il y a 1 an et demi, ils étaient à 0. Aujourd'hui, ils sont presque bientôt à 200 000 abonnés. Et en fait, l'importance, c'est de pouvoir ensuite retoucher cette audience-là avec des contenus publicitaires ou pas, etc., auprès de gens qui sont abonnés à une chaîne, donc qui sont engagés, donc qui ont des meilleures chances de convertir derrière, etc. Oui. Donc c'est encore une autre approche qui n'est pas forcément liée à la performance, plutôt dans la logique de création d'audience. Et derrière, c'est du pain béni pour David et Elodie, tout simplement parce que ils ont un bassin d'audience qu'ils vont pouvoir retravailler en vidéo, mais également en search, mais également en display. Mais c'est pas sans trop sortir du sujet, c'est un peu comme du SEO en fait. Hein. Le SEO vous crée du contenu, alors pas du contenu vidéo, mais du contenu éditorial, qui va vous aider à vous positionner et aussi à créer de l'audience sur votre site, qu'on va ensuite pouvoir exploiter en remarketing, par exemple. Donc c'est tout ça, effectivement, c'est la création de contenu qui permet de créer un bassin d'audience qu'on va ensuite retravailler sur de l'achat média. On a une question de Bénédicte. Est-ce qu'il peut y avoir un ciblage selon les vidéos vues? Alors, un ciblage selon les vidéos vues, je suis pas sûr de comprendre bien votre question, Bénédicte. En fait, il peut y avoir des vidéos en fonction des ciblages. C'est-à-dire ce que disait Julien tout à l'heure, en fonction
En fonction, vous avez précisé ça peut-être, en fonction de l'étape dans le funnel, par exemple, si dans une phase de remarketing, on va effectivement diffuser des vidéos spécifiques, plutôt avec des formats bumper ads un peu plus courtes. Disons que l'internaute regarde des vidéos de cuisine. Alors, oui, d'accord. Tu vois ce que tu vois, Julien? Donc, vous parlez d'un ciblage contextuel, c'est-à-dire que je veux apparaître devant un contenu qui parle de cuisine, par exemple, ou je veux apparaître devant n'importe quoi, un contenu qui parle oui. de Ah oui. Oui, ça c'est possible. On peut cibler des emplacements. Oui. On peut par exemple cibler. On peut cibler soit des chaînes, voilà, ou soit des vidéos en particulier. Ouais, effectivement. Ça c'est tout à fait possible. On peut cibler des chaînes qui parlent de cuisine, par exemple. Ou on peut aussi faire des ciblages par thème. Donc, Google nous peut permettre de cibler des thèmes, ou des ciblages par comment dire, audience. On va créer des audiences, des affinités personnalisées sur certaines typologies de sites, c'est-à-dire qu'on va mettre en référence des sites internet, donc il pourrait être des sites de cuisine par exemple. Et Google va nous sortir des volumétries d'audience sur cette typologie de sites internet. Enfin, le plus précis, ce serait des emplacements ou des vidéos, effectivement, donc des chaînes YouTube ou des vidéos qui parleraient de cuisine. Je ne sais pas si on répond à votre question. Oui, vous nous dites oui. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ah, encore une question, Olivier. Combien de vidéos et de quelle durée pour commencer à avoir un impact sur les conversions? Alors, si je peux, je vais peut-être commencer à répondre, je te laisse compléter, David. Combien de vidéos? Alors, ce que je disais dans l'idéal, c'est avoir cette logique un petit peu de batch avec plusieurs contenus pour ensuite affiner un petit peu sur celui qui marche le mieux, etc. Maintenant, rien ne vous empêche de vous lancer sur une campagne avec un contenu au début pour voir un peu ce que ça donne, dans le sens où ce format dont on parlait aujourd'hui, qui est le True View for Action, est justement pensé pour générer de la conversion sur la base des différents éléments. La question se pose plus en termes de l'investissement média que je dois mettre sur cette vidéo et la durée dans le temps, etc., pour pouvoir donner assez d'outils, de données, de points de données à la machine pour pouvoir apprendre un peu de ces différents éléments. Mais donc, si je réponds très simplement, avec une vidéo et je crois que c'est, David, tu disais tout à l'heure, c'est sur au moins 7 ou 14 jours, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça, 14 jours. Voilà, de touches en média, on a tout en place, entre guillemets, pour générer la conversion. Oui, c'est vrai qu'avec très peu de matériel, on peut commencer, Olivier, sans problème. Après, finalement, ce qui est important, c'est d'AB tester, alors à la fois au niveau des taux de conversion, donc d'avoir d'autres vidéos pour améliorer la taux de conversion, parce que le discours, la façon dont va être montée la vidéo peut impacter, comme on l'a vu, fortement le taux de conversion, et aussi impacter la qualité. C'est-à-dire que le discours que vous portez dans vos créas va aussi probablement attirer plus ou moins des gens qui sont plus ou moins dans votre cible. Donc il y a des messages à tester. J'espère qu'on a répondu à votre question. Merci. Super, je pense que là, il y a plus de questions. Ah si, Olivier. Oui. Ah, c'est bon. S'il n'y a plus d'autres questions, oui, on va... Ah, il y a quelqu'un... Élodie est en train de taper, donc peut-être encore une dernière question. Ah non, c'était juste... merci à vous. Merci, Élodie. Merci à vous de votre présence. En tout cas, si vous avez toute question, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. De toute façon, donc on va vous partager, je crois, Élodie, le lien du replay. Le lien du replay. Ouais. Et on reste évidemment, pour ceux qu'on connaît, et pour ceux qu'on ne connaît pas aussi d'ailleurs, évidemment. Merci Sandrine, merci Valérie. À votre disposition, merci Olivier, merci à tous. À votre disposition pour toute question. À très bientôt. Et merci Julien d'être venu parmi nous pour tous tes détails sur la créa qui sont vraiment super intéressants. Quoi. Ouais, merci à tous. Merci à tous. Très bon moment passé ensemble. Et puis, écoutez, à votre disposition si vous avez également la moindre question sur la partie créa. Et puis, j'espère à très vite. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.